Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Alors aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors de quoi on va parler aujourd'hui Julien? Comment gérer le regard des autres et l'impact que ça peut avoir sur nous? Donc, je pense que c'est un sujet qui va toucher pas mal de monde. C'est une problématique qui est souvent évoquée, justement ce regard des autres. Exactement, ouais, c'est vrai que le regard des autres, c'est quelque chose qui revient souvent. Et puis en plus, si on applique ça avec tous les choses qu'on a déjà appris, comme la carte du monde, la loi du miroir, ben ça Mhm. peut donner des éléments justement pour un peu mieux, je pense, reprendre le contrôle sur cette peur du regard des autres. Moi, j'aurais peut-être après Tout à fait. une histoire à raconter justement sur ce regard des autres. Julien, est-ce que tu as peut-être des choses à apporter comme introduction? Bah écoute, comme introduction, non, peut-être simplement le fait qu'on espère avec ce podcast, toi qui nous écoutes, de t'inspirer suffisamment pour que tu sois plus à l'aise avec le regard des autres et que tu sois moins freiné justement par ce principe-là. Donc, Samir, je te laisse envoyer ton histoire. C'est à toi. Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire donc qui est tirée des légendes de Nasruddin. Nasruddin qui est une figure qui est très connue dans les pays d'Orient. Un jour, le fils de Nasreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. Les gens vont se moquer de moi, disait-il sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne fallait pas écouter ce que disent les gens parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait pas l'entendre. Nasreddin dit alors à son fils, demain, tu viendras avec moi au marché. Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nasreddin Hoja s'installa sur le dos de l'âne et son fils marcha à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder. À la vue de Nasreddin et de son fils, ils lâchèrent la bride de leur langue. Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie. Il pourrait laisser la place aux jeunes quand même. Nasreddin dit à son fils, as-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Le deuxième jour, Nasreddin et son fils firent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne et Nasreddin marcha à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasreddin et de son fils. Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne, alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. Nasreddin dit à son fils, as-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Le troisième jour, Nasreddin et son fils sortirent de la maison à pied, en tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. Regardez ces deux imbéciles. Ils ont un âne, ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied, sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. Nasreddin dit à son fils, as-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Le quatrième jour, lorsque Nasreddin et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. Nasreddin dit à son fils, as-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Le cinquième jour, Nasreddin et son fils arrivèrent au marché portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire. Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. Et Nasreddin Hoja dit à son fils, as-tu bien entendu? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. C'est une super histoire, c'est très parlant. Merci pour ça, Samir, c'est cool. Je t'en prie, Julien. Effectivement, le regard des autres sera toujours là et c'est moi, j'utilise pas cette histoire habituellement, mais je pose plutôt la question que tu connais déjà. C'est que de toute façon, si tu devais payer le même prix, est-ce que tu voudrais braquer une épicerie ou braquer une banque? Sachant que si tu te fais choper dans les 2 cas, bah, tu finiras avec la même peine de prison. Donc, c'est quoi le choix que tu veux faire à partir de là? Et ce choix-là, bah, ça t'appartient. Parce que de toute façon, quoi que tu fasses, le monde, les autres, vont te regarder, vont te juger, vont potentiellement te critiquer. Après, la chose qui me vient à l'esprit et je crois qui est importante, c'est que le regard des autres va surtout te déranger parce que ça va venir réveiller le regard que tu portes sur toi-même. Et c'est ça qui est important. C'est que
tu peux pas empêcher l'autre de penser, de dire, d'imaginer ce qu'il veut à ton sujet. Par contre, c'est comment toi est-ce que tu vas interpréter le regard des autres? Comment est-ce que tu vas réagir toi-même par rapport à ces projections que tu fais de comment les autres pourraient te percevoir, ce qu'ils pourraient dire de toi? Et en fait, quand ton imaginaire s'en va dans cette direction-là et que tu commences à te dire que ouais, mais les autres vont penser ça, ils vont dire ça, ils vont me voir comme ça, ils vont penser que je suis une personne comme ça, de bien recadrer pour te rendre compte que à ce moment-là, c'est pas les autres qui sont en train de penser ça de toi. C'est toi, toi tout seul dans ton coin qui est en train de penser quelque chose de négatif, quelque chose de pas aidant, de pas agréable, alors je veux pas dire malveillant, mais en tout cas qui est pas dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Ça vient avant tout de toi. Donc de vraiment faire attention à ce point-là, parce que bah, la problématique du regard des autres commence dans ton propre regard. Mmh. Exact et d'ailleurs, ça renvoie beaucoup, au podcast qu'on avait fait il y a pas très longtemps sur la loi du miroir. Il faut savoir que Mmh. ce que tu penses que l'autre va penser de toi, parce que je j'appuie bien sur le ce que tu penses que les autres vont penser de Ouais, toi, n'est rien d'autre que le reflet que tu as de toi-même. C'est-à-dire que l'autre va te renvoyer ton reflet. Il se peut très bien que la personne n'a aucune idée vis-à-vis de ce que tu fais, tes agissements, ta propre personne, mais toi, tu vas tout à interpréter les fait. choses de cette manière parce que dans ta carte du monde, tu as ce regard de toi. En fait, on ne peut juger ou on ne peut voir ou comprendre que ce qu'on connaît. Donc, si tu penses que l'autre va penser toi que tu es nul, c'est peut-être parce que toi, au départ, tu as ce regard de toi. Tu sais, si tu avais un regard bienveillant vis-à-vis de toi en disant non, mais en fait, je sais que je suis, que j'ai des compétences, que je suis pas nul, que je suis méritant, etc. Ben, tu ne penseras pas ça de toi. Tu penseras pas justement que la personne va penser que tu es nul. Tu t'en ficherais. Même Mmh. si la personne le dirait. Je veux dire, imagine que tu avais confiance en toi et qu'une Mmh. personne à l'extérieur venait te dire, en fait, t'es nul. Comment tu réagirais si tu avais réellement confiance en tes capacités, en la personne que tu es? Est-ce que tu penses que tu te replierais sur toi-même, tu te mettrais en position fétale au sol en pleurant, ah, mais c'est vrai, je suis nul? Ou est-ce qu'au Mmh. contraire, puisque tu as cette confiance en toi, puisque tu as cette vision de toi positif, tu dirais, non, mais en fait, je sais très bien quelles sont mes compétences, je sais très bien qui je suis. Mmh. Et ça, c'est vraiment important de faire le parallèle avec cette loi du miroir et cette carte du monde qui est en nous. Notre carte du monde va influencer la perception qu'on va se faire du monde extérieur et du coup, bah, peut-être Complètement. de l'idée qu'on va se faire de ce que l'autre va penser de nous. Ouais, tout à fait et c'est vraiment important de commencer de notre côté à changer notre propre regard parce que, tu sais, j'ai un souvenir qui me revient en tête, mais alors ça remonte, mais on était partis, en soirée avec des amis et j'avais une de mes amies qui, à cette époque-là, en fait, ne voulait pas danser, ne voulait pas profiter de la soirée parce que, c'était: «Mais non, mais si les autres me regardent, je danse pas super bien, je vais être jugé, je vais être critiqué». Et en fait, déjà à cette époque-là, je lui avais dit: «Bah, écoute, viens avec moi, puis on va observer ce qui se passe». Et je lui ai dit: «Regarde, si toi tu as cette démarche-là de penser à comment est-ce que tu bouges, comment est-ce que tu danses, comment est-ce que ça se passe de ton côté, est-ce que tu penses qu'il est possible que les autres fassent exactement la même démarche que toi? Qu'ils soient en train de se concentrer sur l'image que eux veulent donner et comment est-ce que les autres vont, les voir, les observer, les juger et autres?» Et en fait, en observant ce qui se passait dans la foule, elle s'est rendue compte que, en fait, la grosse majorité des gens ne regardaient absolument pas ce qui se passait autour d'eux, parce qu'ils étaient plus concentrés sur ce qu'ils étaient en train de vivre dans l'instant, Mhm. pour eux-mêmes. Et je lui ai dit: «Maintenant, on va y aller, on va profiter, on va aller s'amuser et continue d'observer comment les gens réagissent et vois à quel point que tu danses d'une façon ou d'une autre, ça changera rien du tout. Et en fait, il y aura pas de regard particulier. C'est vraiment ton regard à toi, là. C'est comment toi tu te vois à ce moment-là, puis les attentes que tu as à ce moment-là. Donc c'est vraiment important de garder en tête ce principe que ça vient avant tout de nous et que si le regard de l'autre nous fait peur, en fait, ce qui nous fait vraiment peur, c'est le jugement ou les conclusions auxquelles on pourrait, arriver dans notre observation de nous-mêmes, dans notre jugement vis-à-vis de nous-mêmes et ça, c'est en lien direct avec les attentes qu'on peut avoir. Mhm. La problématique de gérer le regard des autres est en lien direct avec les attentes qu'on a sur
l'image qu'on veut donner, ce qu'on a envie d'accomplir, ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut être reconnu ou validé, et que du coup, ça nous met une pression monstre. Et parce que cette pression monstre-là, elle pèse sur nous, on essaie de trouver une issue extérieure en s'appuyant sur le regard des autres, mais du coup, après, c'est notre imaginaire qui embarque et qui nous emmène à nous imaginer plein de trucs et qui nous fait penser à la place des autres. D'ailleurs, c'est un des éléments sur lequel on fait attention, dont on parle en PNL quand on est en communication, c'est de faire attention à pas faire de la lecture de pensée et de penser à la place des autres. Mais Mhm. quand tu as du mal à gérer le regard des autres, en fait, tu ne respectes pas cette règle-là, tu es en train de penser à la place des autres. Exactement. Et ça, c'est l'un des premiers niveaux de lecture, dans le sens où souvent, même si l'autre ne s'exprime pas, on fait de la lecture de pensée en se disant, bah, l'autre va penser, l'autre pense ça de moi. Et là, Mhm. c'est directement lié à notre carte du monde intérieur, à l'image qu'on a de nous-mêmes. Maintenant, il y a d'autres cas. Il y a le cas où une personne vient réellement nous juger et nous dire, bah, en fait, quand tu fais ça, bah, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Et ça aussi, c'est bien de le replacer dans son contexte parce que si une personne vient réellement nous juger, il faut savoir que ce qu'elle Mhm. juge, encore une fois, on va repartir, on va lier ça avec la loi du miroir. Si l'autre ne peut comprendre que ce qu'il connaît, alors Mhm. peut-être que c'est juste une projection qu'il fait sur nous. C'est une projection de ses valeurs, de ses critères, peut-être de ses peurs, de ses craintes, de ses manquements. Et du coup, le jugement de l'autre peut être aussi, quelque part, la projection de l'autre sur nous-mêmes. Quand tu fais ça, c'est pas bien parce que tu es hautain. Ok? Mhm. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis hautain? Bah, c'est peut-être parce que lui, s'il agissait de la même manière que toi, il se sentirait hautain. C'est pas forcément la réalité. Tout Et à fait. d'ailleurs, je peux même aller plus loin, parce que jugement, si on décortique ce mot et qu'on le sépare en deux, c'est le Mhm. jugement. Le jugement. Mhm. Donc, Absolument. le jugement, en soi, est une part de mensonge, dans le sens où il n'est pas à 100% pertinent. Ça ne veut pas dire je veux dire, quand on ne juge pas peut-être des choses qui sont pertinentes, mais il y a plein de choses qui rentrent en considération. La carte du monde, ce qu'on connaît, la loi du miroir, notre état interne. Si là, maintenant, je suis Mhm. dans un état positif, ben, les événements qui vont se passer autour de moi, je vais les interpréter de façon très positive. Mais si je suis dans un état négatif, comment je vais interpréter les événements qui sont autour de moi? Ben, de Ah façon bah ça va être négative. moins ça, hein. Ouais. C'est ça. Donc, le jugement est une part de mensonge, en quelque sorte. Mhm. Si, en Tout à tout cas, fait. on Ouais. ne sait pas faire le tri, si on ne sait pas justement se poser les bonnes questions. Ouais, et en fait, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Samir, par rapport à ces personnes qui nous entourent et qui parfois portent un jugement ou nous font des commentaires ou partagent un point de vue qu'on n'a pas demandé. Et il y a une stratégie que j'aime beaucoup utiliser pour recadrer déjà au niveau de la personne, lui faire comprendre que il y a des commentaires et des choses qui sont pas forcément bienvenues. Et puis la deuxième chose, ça nous permet aussi de garder en tête qu'on a la liberté de prendre ou de ne pas prendre ce qui nous est envoyé. Et en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup utiliser quand ça se produit, c'est de dire, je te remercie pour ton point de vue que j'avais pas demandé, maintenant je le connais. Puis ça me permet de prendre du recul et de pas être envahi, en fait, par ce que l'autre est en train de dire et de garder en tête que, ok, c'est ton point de vue, c'est correct, tu vois les choses comme ça, y a pas de problème. Merci pour ton commentaire. Voilà, je l'avais pas demandé. Je vais décider d'en faire quelque chose si je veux. Mais voilà, merci pour ton partage. Et déjà d'une, ça permet de recadrer l'autre et de lui faire prendre conscience que il n'a pas forcément cette liberté de déverser sur toi, sur moi, sur n'importe qui, finalement ce qu'il a en tête sans mettre de filtre. Et puis la deuxième chose, ça te permet de prendre du recul, de te dire ok ça m'appartient pas, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Donc c'est une stratégie vraiment que je te conseille. Si jamais tu sens que tu as des fois du mal à gérer la critique, de gérer les choses qui viennent de l'extérieur, surtout quand finalement t'as rien demandé et que ce truc-là il arrive comme ça. Mais bon là ça c'est plus je te dirais dans la gestion de la critique en tant que telle, la gestion du regard des autres, c'est vraiment à ton niveau que ça se travaille et c'est clairement pas en travaillant sur ce qui t'inquiète que les autres pourraient penser de toi que tu seras plus à l'aise avec ta façon de gérer le regard des autres. Et en fait, là, j'ai une autre astuce pour toi qui nous écoute, une astuce que je mets en application depuis longtemps et qui fonctionne super bien. Tu sais, quand j'étais plus jeune,
et d'ailleurs je dis «tu sais», mais tu le sais peut-être pas, du coup tu vas le savoir, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais hyper timide, mais vraiment hyper, hyper timide. Je prenais pas la parole, je donnais pas mon point de vue, j'intervenais pas, je restais dans mon coin parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de ce que les autres allaient penser de moi, j'avais peur du jugement que j'allais recevoir. Et du coup, je passais mon temps à réfléchir à: «Ouais, mais alors attends, je veux pas que l'autre pense ça, puis je veux pas que l'autre me voit comme ça, et puis je veux pas que l'autre s'imagine que». Donc je faisais beaucoup de lecture de pensée, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, tu l'as compris, mais c'est ce que je faisais. Et en fait, à partir d'un moment donné, bah, dans mon travail, j'ai dû, par la force des choses, prendre la parole en public, faire des présentations, ce qui m'a amené par la suite à faire des groupes de formation, à faire des conférences de plusieurs centaines de personnes. Ça a fait que, de toute façon, je devais dépasser ce regard des autres. Et une stratégie qui a super bien fonctionné, que je continue d'appliquer, en fait, c'est plutôt que de me questionner sur comment est-ce que les autres vont me voir, c'est de me demander comment est-ce que j'ai envie que les autres me voient. Mmh. Et du coup, de me concentrer sur c'est quoi l'image que je veux donner, c'est quoi l'expérience que je veux faire vivre, c'est quoi que je veux partager. Et le truc qui est assez amusant, et en même temps ça s'explique super bien parce que bah, le système s'organise à t'offrir, à t'amener les résultats que tu souhaites et sur lesquels tu te concentres. Mais à chaque fois que je fais ça, les retours que je peux avoir, par exemple si demain je dois faire une conférence, bah, je vais me dire, OK, qu'est-ce que je veux que les gens pensent de mon intervention, de ce qui va se passer, de la personne que je vais être devant eux. Eh bien, tu peux être sûr que les commentaires que je vais recevoir après, les commentaires qui vont être postés, les gens qui vont venir me voir en fin de conférence pour échanger ou me poser des questions avec moi, eh bien, je vais retrouver les termes exacts de ce que j'ai défini avant de faire l'intervention en me disant, voilà, je veux que les gens pensent de moi ça. Je veux qu'ils voient ça. Je veux qu'ils ressentent ça. C'est comme un point de mire que tu gardes, un objectif que tu as à accomplir et qui fait que plus tu vas te concentrer là-dessus, plus tu vas réussir justement à apporter ça. Alors tu plairas pas à tout le monde, hein, mais c'est pas grave. Mais tu vas pouvoir apporter cette image, cette attitude, ce comportement, ces résultats que tu veux que les autres voient chez toi. Donc, gérer le regard des autres, c'est clairement pas mettre ton focus sur ce qui t'inquiète, mais plus mettre ton focus sur la personne que tu veux être au Mmh. regard des autres. Et encore une fois, tu plairas pas à tout le monde et c'est bien correct comme ça. Exactement, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et moi aussi j'étais comme ça, hein, je faisais très attention au regard des autres et je tu sais, je suis de culture maghrébine, je suis né dans le nord de l'Afrique et chez nous, c'est une vraie maladie. Alors là, mais je raconterai après peut-être une des anecdotes comme ça, mais c'est une maladie le regard des autres, c'est peu importe ce que tu fasses, ça va toujours être, «Ah mais que vont dire les autres? Que vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous?» Et en fait ça devient hyper toxique, c'est franchement Ah, c'est c'est vite polluant comme, toxique, quoi. ouais. Ouais, c'est très, très polluant comme mindset, quoi et juste à cause de ça, ben, tu vas pas avancer sur tes projets, tu vas pas créer ton entreprise, tu peux pas faire ton mariage comme tu as envie de le faire, tu peux pas pourquoi? Parce que si tu fais quelque chose qui n'est peut-être pas perçu comme bon aux yeux des autres, bon en quelque sorte, hein, comme on dit, Mhm. entre guillemets, bon c'est ce que tout le monde veut faire mais qu'ils n'osent pas faire parce que justement ils ont peur d'être jugés par les autres, bah, Mhm. déjà, bah, là tu t'enterres, tu sais, tu t'enterres, 6 pieds sous terre, quoi. Mais bon, ça, j'y reviendrai. Et ça, j'étais aussi comme toi, j'étais aussi très timide et pendant longtemps, enfin voilà, je ne m'exprimais pas trop. Je me rappelle d'une anecdote, c'est que quand j'ai commencé à investir sur moi, dans le développement personnel, je me rappelle, dès que j'avais mon salaire, je mettais un petit peu de côté pour pouvoir faire des formations en développement personnel. Il y avait pas mal de monde qui se moquait de moi. Qui se disait: «Non mais, toi tu mets 300, 400 € dans des formations de développement personnel, à chaque fois, enfin voilà, pourquoi tu gardes pas cet argent pour toi? Fais-toi plaisir, fais quelque chose». Sauf que moi, c'était une manière de me faire plaisir, ces formations de développement personnel. Ouais. Pourquoi? Parce que j'étais bloqué dans ma carte du monde, parce que j'ai vécu énormément d'inconfort et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là de ma vie, je ne progressais plus. Je ne progressais plus, je tournais en rond, c'était vraiment toxique, c'était difficile pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah écoute, plutôt que d'aller balancer mon argent dans des conneries ou alors de les laisser dormir dans mon compte, bah Mhm. pourquoi est-ce que je me paierais pas des choses qui seraient bénéfiques pour moi et qui me permettraient d'avancer, de rencontrer d'autres personnes, de m'entourer de nouvelles personnes, etc.
Et ça, bah, les gens se moquaient pas mal. Il y avait pas mal de monde qui se moquait de moi. Et Mmh. je me rappelle un jour, il y avait une personne justement de mon entourage qui se moquait comme ça de moi. C'est en off, je veux dire devant moi c'était souvent ah c'est intéressant et tout ça, mais derrière c'était ah, Samir est complètement fou hein, il jette son argent dans la PNL, dans tout ça. Et en fait j'avais pas réagi, tu sais, je dis ok c'est pas grave. Intérieurement je m'étais dit tu sais quoi, rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans. Ouais. À chaque fois que la personne se moquait, c'est rendez-vous dans 5 ans. Et je savais, cette personne était bloquée comme moi dans sa carte du monde. Je veux Mmh. dire, comme j'étais bloqué dans ma carte du monde avant ça. Sauf que moi, à ce moment-là, je me suis dit, je vais passer à l'action. Mais lui, il était encore bloqué dans sa carte du monde. Et aujourd'hui, ben, je suis bien content d'être là devant vous, à faire du podcast, à proposer du contenu autour de la PNL, à coacher des gens, à permettre à des gens d'avancer. Parce que moi-même, j'étais bloqué Mmh. dans ma carte du monde. Aujourd'hui, de voir que ce que j'ai appris, ce qu'on m'a donné, ben, je peux le donner à d'autres personnes. Tout à Et fait. aujourd'hui, bah, je dis à cette personne, hein, si un jour elle entend ces podcasts, bah voilà, j'ai même pas attendu 5 ans si tu veux pour arriver à mes projets. J'ai encore du chemin à faire, mais en tout cas, c'est juste, si je dis ça, c'est pas, voilà, je veux dire, je suis pas là pour me vanter ou quoi que ce soit. J'avais juste foi en moi et j'ai essayé d'avancer et je me suis dit, on verra bien ce que la vie va me donner. Mais c'est juste pour donner cette image de, des fois, il y a des gens qui vont se moquer de toi. Il y a des gens où tu vas leur donner beaucoup d'importance aux pensées qu'ils ont vis-à-vis de toi-même, aux jugements qu'ils ont, aux moqueries. Mais t'arrêtes Mmh. pas à ça. Avance. Parce que toi, tu vas avancer et tu vas te rendre que ces personnes-là, ils ont toujours pas avancé d'un pouce. Ils seront toujours là en train de faire la même chose. Tu sais, ils vont reproduire les mêmes schémas Tout à qui fait, ouais. fonctionnent pas parce que c'est quelque part leur confort, enfin, un confort inconfortable en réalité, mais ils connaissent ça, ils veulent reproduire des choses qu'ils connaissent, ils ont pas envie de faire des choses Mmh. différentes. Et le truc, c'est que au bout du chemin, c'est toi qui vas réussir, c'est toi qui vas avancer. Ouais. Et c'est la meilleure manière de faire taire les mauvaises voix. C'est la meilleure manière de faire taire les mauvais jugements. On avait dit jugement. Avance, avance dans ton chemin et au bout du compte, bah, le résultat que tu vas donner, peut-être que ça va inspirer à la personne le chemin que tu as pris, le chemin dont elle avait Tout à peur fait, au ouais. départ. Donc ça, c'était une anecdote que je pouvais donner. Mais il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu bah, ma démission, hein. Quand j'ai démissionné de mon boulot, c'était pareil. Il y a des gens qui me disaient non, mais t'as pas peur. Surtout qu'en plus, je suis sorti de mon entreprise sans négocier. C'est-à-dire que je suis sorti sans rien du tout. On a eu cette opportunité avec ma femme de se dire bah écoute, on peut venir ici aux États-Unis. Moi, ça faisait des années que je tournais en rond, ça faisait des années que je souffrais quand même dans cette entreprise. Mais c'est moi qui me l'infligeais, hein, ce truc-là. Faut dire ce qui est. Et là, bah il y a eu cette opportunité, je me suis dit: «Tu sais quoi? J'en ai rien à faire. Je vais déposer ma lettre de démission, je ne négocie rien, je ne me fatigue même pas à négocier quoi que ce soit. Je sais Mmh. que ça va bien se passer par la suite. On va se débrouiller». Et en fait, le jour où je suis parti, je me rappelle, j'ai donné ma lettre de démission, il y a des gens qui étaient scandalisés: «Non mais tu pas peur et tout, mais imagine que il y a ceci, mais tu vas te retrouver sous un pont, mais ceci, mais cela». Ah, je crois que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie quand j'étais dans cette entreprise. Le jour où j'ai déposé ma lettre de démission. Vraiment. Je veux bien te croire. C'était un truc de malade, c'était magique. Et Ouais. voilà, je veux dire, il y a des gens qui projetaient sur moi leurs craintes. Mais je me suis dit: «Non, ça ira. J'ai foi en l'avenir, je sais que ça va aller, je vais bosser, je vais me donner ce qu'il y a. Ça pourra pas être pire que ce qu'il y a aujourd'hui». Ouais. Et puis, un autre moment, bah, pareil, quand je suis venu aux États-Unis, c'était la même chose. C'était: «Ouais, mais tu vas très loin de ta famille quand même, ta mère et tes sœurs, comment ça va se passer? Ils vont se retrouver seuls». Bah, oui, je comprends que ça va pas être facile, même pour moi, c'était pas évident de Mmh. m'éloigner, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Je savais qu'il fallait que je le fasse, que je change d'environnement, que je vive mon expérience loin de Mmh. tout ce que j'ai pu vivre avant et que j'avais une plus grande mission que de rester à Roubaix, toujours dans la même ville, avec les mêmes personnes. Que si Mmh. j'allais travailler sur moi, si j'allais vivre mon expérience, mon aventure, bah, à ce moment-là, j'allais pouvoir impacter ces personnes, ces personnes proches à qui je tiens, de leur donner une image que tout était possible, Ouais. qu'on peut travailler sur soi et qu'on peut avancer, que toutes ces croyances limitantes que j'ai appris, qu'on m'a données pendant des années, bah, en fait, si on se donne l'opportunité d'avancer, bah, en fait, ces croyances limitantes, ce ne sont que des mensonges. Bah, ce sont des mauvais jugements. Ce sont des mauvais jugements qu'on nous a donnés. De Tout à penser fait, ouais. qu'avoir sa propre entreprise, ben, t'allais te retrouver sous les ponts, bah, c'est un mauvais jugement. C'est un faux jugement. Mmh. De penser que être riche, par exemple, que s'enrichir, bah, ça allait t'allais devenir une mauvaise personne.
Si tu t'enrichis, c'est un mauvais jugement. De Complètement. penser que parce que je suis un Maghrébin, je vaux mieux pas que d'autres, je vais être toujours défavorisé par rapport à d'autres personnes. Alors oui, il se passe des choses au niveau de la société. Faut dire ce qui est, oui, effectivement, quelqu'un qui va être d'une origine différente, ben, va peut-être avoir beaucoup plus de difficultés, à être recruté dans une société. Ça, c'est des choses qui ont été prouvées. Surtout, bah, la discrimination à l'embauche, au nom, etc. C'est des choses qui existent. Mais ce n'est pas tout. Si tu te donnes les moyens d'avancer, bah, tu peux aller au-delà de tout ça. Mais tout ça, il fallait le prouver. Il fallait que je le vive. Il fallait que je l'incarne. Et une fois que je l'avais incarné, bah, pour moi, c'était la meilleure manière pour moi de taire les mauvais jugements. Parce que les personnes qui me connaissent réellement savent que je viens de très, 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 très loin. Mmh. Mais vraiment très, très, très loin. En termes de croyances limitantes, j'étais une ceinture noire. En termes d'auto-sabotage, j'étais une ceinture noire. En termes de, tu sais, carte du monde bloquée, alors autant j'étais quelqu'un de très ouvert, c'est-à-dire que j'écoutais les autres, mais j'avais une vision du monde qui était quand même assez. Alors, j'acceptais quand les autres pensaient autrement, j'essayais de me mettre à leur place, mais malgré tout, je veux dire, ça s'appliquait pas à moi. Ouais. Donc j'étais quand même assez borné pendant une certaine époque, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, tu sais, j'étais dans un mensonge, je me mentais à moi-même à ces moments-là, Ouais. et puis je suis passé à un autre niveau. Mais voilà, si je raconte ça, c'est vraiment pour t'illustrer d'où je viens réellement. Et je me dis que si je suis capable, c'est ce que je me disais, si je suis capable d'expérimenter les choses, de prouver que tout était possible, bah en fait, les gens qui me connaissent, les gens qui m'entourent, bah ils pourront se dire quoi qu'il arrive que tout est possible, parce que je vais l'incarner. Exact. Ouais, c'est tout à fait ça et puis si on regarde bien, c'est toi qui as changé ton regard sur toi-même, en fait. C'est ça, Tu t'es donné l'opportunité de changer ton regard sur toi-même et de t'octroyer la possibilité d'aller plus loin, de grandir, de te challenger, d'apprendre des nouvelles choses, de tester des nouvelles choses. Ce que tu aurais pas fait si tu étais resté sur le regard des autres. mmh, Si tu étais resté sur ce que tu imagines que les autres vont penser et tu l'as évoqué, il y a le poids culturel qu'elle a aussi et les habitudes, justement d'une culture qui peuvent être parfois lourdes à porter et qui nous impactent et qui nous empêchent d'être dans une bonne dynamique. Et ça, je pense qu'il y a des éléments comme ça dans toutes les cultures, hein. C'est pas mmh, que dans la culture maghrébine, bien sûr, mais il y a d'autres éléments. Tu sais, nous, en France, on a aussi plein de croyances limitantes et plein de visions limitantes. Il y a plein de choses qui sont limitantes aussi. Tu sais, maintenant, je réside au Québec, au Canada, mais c'est la même chose ici. C'est d'autres croyances, d'autres éléments qui bloquent, d'autres facteurs, je vais y arriver, d'autres facteurs qui font que ça peut devenir compliqué, mais c'est avant tout ton propre regard sur toi, ton regard à toi de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en avant, qu'est-ce que tu appliques, et c'est quoi les projections que tu as, que tu fais sur les autres, parce que tu sais, on peut dire ouais mais les autres ils sont en train de critiquer, ouais mais les autres ils nous jugent, ouais mais les autres ceci cela. J'ai une question pour toi qui nous écoute. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis ça des autres? T'es le premier à porter un jugement. T'es le premier à porter une c'est critique, ça, à dire bah ouais, mais on devrait pas me voir comme ça, et puis les gens ils vont penser que je suis comme ça, puis c'est pas cool, et puis ouais, mais c'est pas forcément plus cool de dire de quelqu'un d'autre qui va penser, déjà tu penses à sa place, mais en plus qui va penser que t'es une mauvaise personne, ou que t'es pas bien, ou que t'es pas à ta place, ou que t'as pas je ne sais quoi. Et que tu sais, tu évoquais le racisme tout à l'heure, Samir, ouais, et souvent on en rigole tous les deux. oui, On se fait souvent des blagues là-dessus. c'est pas drôle. Mais Je rigole. mais tu sais quand tu vas dire que de toute façon tu es face à parce que tu habites dans un autre pays, parce que tu vis dans une autre culture ou peu importe, le simple fait de dire que les autres sont racistes, tu es la première personne raciste dans la démarche parce que c'est toi qui fais la différence. Alors je dis pas que tu vas pas la vivre. Alors c'est sûr que pour moi ça sera probablement moins compliqué que si tu viens d'un autre pays, parce que bah, je réside dans un pays qui est francophone. Les Français sont quand même relativement bien vus, mais il y a quand même du racisme anti-français. Ça existe. Il y en a, comme toi, Samir, bah, probablement que tu en vis aussi aux États-Unis de par tes origines, alors que ce soit le côté français, parce que Mhm. tu parles français puis que tu viens de France en partie, ou que ce soit d'Afrique du Nord, peu importe. Mais ça nous appartient en fait de porter ce premier jugement ou de pas le porter.
Mhm. Et que si on est les premiers à dire, bah non, de toute façon, lui ou elle est raciste, donc ça marchera pas, c'est toi qui portes le premier jugement, là. Ouais, mais non, je peux pas postuler dans cette entreprise parce que je viens de tel pays et puis que on n'est pas accepté. Ok. Bah en fait, c'est toi qui t'acceptes pas déjà à la base là. En fait, ton origine, on s'en fout quelque part. C'est toi en tant que personne, qu'est-ce que tu peux apporter, qu'est-ce que tu peux offrir. Et tu vois, ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec l'ami d'une amie qui, alors, je crois qu'elle est du Maroc, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était du Maroc qu'elle était. Et elle m'expliquait en fait, elle nous avait mis en relation, donc on était partis boire un café tous ensemble. Et elle était en train de m'expliquer, cette personne, que elle avait envie de prendre sa place, de de s'exposer plus au monde, d'expliquer son travail, son art, etc. Mais elle me disait, bah ouais, mais regarde, moi je suis en France, je porte le voile, ça marche pas quoi. Mhm. Puis en fait, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais c'est quoi cette raison à la con, en fait? Ça a pas de sens. Je veux dire, on s'en fout que tu portes le voile, le turban ou que tu rien sur la tête. Je veux dire, ça change rien. Par contre, ce qui change, c'est que tu vois, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est une femme qui, ok, elle porte le voile, mais ce que je vois, ce que tu portes, c'est que c'est super sombre. T'as pas le sourire. T'es toute renfermée. Fait que t'aies le voile ou pas, en fait, ça change rien. Ce qui change, c'est ton attitude là, à cet instant. Mhm. Donc je dis, on va passer un accord si t'es ok. Et donc elle a joué le jeu. Je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que on se voit, la prochaine fois que tu viens participer à un événement où tu vas voir du monde, où tu vas pouvoir te présenter, je veux que tu fasses en sorte que ton voile, il soit super sympa, qu'il soit coloré, qu'il soit lumineux, qu'il soit agréable, que ton attitude soit agréable, que tu aies le sourire, que tu sois dynamique. Et en fait, elle est arrivée et ça s'est super bien passé Mhm. parce que tout avait changé et d'un seul coup, son sa religion, ses origines, ce qu'elle portait sur elle, n'avait plus aucune espèce d'importance. Et ça s'applique sur ta religion, sur ton origine, mais ça s'applique aussi sur la taille que tu fais, le poids que tu as, la couleur de ta peau, on s'en fout en fait. C'est des détails qui sont de surface. Tu auras des gens qui seront toujours suffisamment cons et pas suffisamment avancés pour porter des jugements là-dessus, mais ces gens-là, on n'a pas envie d'être en contact avec eux, donc on les laisse de côté. Mais il y a quand même une grande majorité de personnes qui sont prêtes à justement être dans le contact, à être dans l'échange, à être dans la bienveillance, à être dans l'ouverture, mais il faut d'abord que tu le sois en premier. Et tu vois, Samir, ça me fait popper un souvenir Mhm. et peut-être que justement mon ancien client de l'époque, peut-être qu'il écoutera ce podcast et il se reconnaîtra. Mais je me souviens, il était venu dans mon bureau parce que il se trouvait trop petit. Alors c'est vrai qu'en termes de taille, il faisait pas partie des plus grands. Il avait une taille assez petite. Si on prend la moyenne de la taille d'un homme, c'est sûr qu'il était un petit peu plus petit que la moyenne. Mais tu sais, il me tenait ce discours de dire ouais mais les autres me voient comme quelqu'un de plus petit, du coup on me prend moins au sérieux et puis etc etc. Et je me souviens de ce jour-là, j'ai fait ce qu'on appelle une rupture de pattern. Et en fait je l'ai regardé et je lui ai dit attendez, rassurez-moi, quand vous êtes debout, vous avez les pieds qui touchent par terre. Puis là il y a eu un blanc je pense de 15-20 secondes. Puis il m'a regardé, il m'a dit bah oui, pourquoi? Ah je dis ah non bah vous me rassurez alors, ça veut dire que vous êtes assez grand pour vous tenir debout. Et là, en fait, il a percuté ce que j'étais en train de lui dire. Et je veux pas dire que tout le problème était résolu, mais il y a eu un changement de perspective, il y a eu un changement d'appréciation. Et je crois de mémoire que j'ai dû le revoir une ou deux fois par la suite. Et c'était sur des sujets qui étaient complètement différents. Parce que à partir de là, il était devenu beaucoup plus confortable avec la taille qu'il avait. Et il changeait son regard. Donc des fois, ça prend pas grand-chose, mais c'est juste de comprendre que si tu es pas le premier à changer le regard que tu portes sur toi et l'attitude que tu vas développer, bah c'est certain que tu vas souffrir du regard des autres. C'est certain. Et comme avec l'histoire de Samir, comme avec la question que je pose régulièrement, comme avec nos expériences de vie respectives, et puis toi aussi probablement, de toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras jugé, tu seras critiqué, tu seras montré du doigt, mais je préfère de loin être montré du doigt et critiqué parce que je fais des choses que d'être jugé comme celui qui reste dans son coin, qui a rien fait, qui a participé à rien, qui a rien mis en place, qui a rien essayé. Et j'ai revu cette citation, alors je ne saurais pas dire de qui elle est parce que je m'en souviens pas, donc faudra peut-être regarder. Mais
je me souviens de cette citation que j'ai revue il y a pas si longtemps, que de toute façon, les personnes qui vont te critiquer ne seront jamais celles qui font plus que toi. Ce seront toujours les personnes qui en font moins. Donc, rappelle-toi que si tu es critiqué, ça veut dire que tu bouges, que tu fais quelque chose, que tu accomplis quelque chose. Et parce que tu fais bouger les choses, bah forcément, ça dérange les cartes du monde, ça dérange les habitudes, ça réveille des peurs, des inquiétudes, ça réveille plein de choses chez les gens. Et c'est bien. C'est bien parce que si on faisait tout juste pour satisfaire tout le monde, puis on fait pas de vagues, et puis non, ben tout le monde la même chose, tout le monde pense pareil, tout le monde voit pareil, et ça va pas être beau à voir, hein. Moi, j'ai pas envie de faire partie d'une société où tout le monde est pareil, et puis tout le monde fait pareil, et pense pareil, et dit pareil, et que la priorité, c'est de pas déranger les autres. Ça Mm. me dérangerait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Exact. Et ça me rappelle un autre truc, c'était justement par rapport aux idées, les trois cycles d'une idée ou d'une innovation. Mhm. C'est souvent Tout à d'abord fait. que l'idée ou l'innovation paraît comme ridicule, puis après elle paraît comme dangereuse, puis après elle paraît comme évidente. Et en fait, Exact. tu sais, quand tu as envie de faire quelque chose, quand tu as un projet, quand tu as des trucs, au début, forcément, ça va paraître comme ridicule, à tes yeux et peut-être aux yeux des autres. Puis ensuite, elle va Mhm. paraître comme dangereuse. Puis après, une fois que tu vas réussir, ça deviendra évident. Et je suis sûr et certain que tu as des gens autour de toi qui t'ont jugé à certains moments et que tu as réussi des choses et peut-être que 2, 3 ans plus tard, on t'a fait, en fait, je savais que tu allais réussir à le faire. Non, mais Mm. il y a 2 ans, tu étais en train de, tu sais, tu sais, quand ça arrive, tu sais, j'ai envie de choper les gens et de les jeter par la J'ai fenêtre, mais toujours su que tu y arriverais. je suis un non-violent, mais j'ai envie parfois, tu sais. C'est ça, j'ai toujours su que tu y arriverais. Ok, merci, monsieur. Euh, et donc, c'est ça, en fait. Il y a une citation de toute façon qui dit que quoi qu'il arrive, les gens te jugeront. Alors, Ouais, laisse-les au moins te juger pour la personne que tu es réellement. Tu sais, plutôt que de te faire exactement. juger, fais-toi juger pour la personne que tu es et non pas la personne qui veulent que tu sois. Et de toute manière, tu sais, à force de vouloir rentrer dans le moule, tu vas finir par devenir une tarte. Donc, quelque part, moi, j'ai pas envie de devenir une tarte. Je sais ce que c'est que d'être une tarte. Maintenant, j'ai plus trop envie, quoi. Et du coup, pour peut-être aller plus loin, on te rappelle les 2 points qu'on t'a donnés juste avant. Un, l'estime de toi. Le regard que tu as de toi va conditionner ce que tu penses que l'autre va penser de toi. Tout à fait. La deuxième, on avait dit les critères et les valeurs. C'est-à-dire que quand l'autre te juge, s'il vient te juger clairement, c'est qu'il projette sur toi ses critères, ses valeurs, ses peurs, ses manquements. Et tu fais exactement la même chose lorsque tu juges les autres. Lorsque tu te balades dans la rue, que tu vois quelqu'un qui se comporte d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'il éduque ses enfants comme ça? Pourquoi il a fait ça comme ça? Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que projeter tes critères, tes valeurs et tes manquements, voire tes peurs sur la personne. Mais c'est pas la réalité, Mhm. ton jugement. C'est pas la réalité. Il peut évoluer. Le tout, c'est peut-être te remettre en question. Pourquoi est-ce que je pense ça? Est-ce que mon jugement vis-à-vis de l'autre est réel? Et au fur et à mesure du temps, ça te permettra d'élargir ta carte du monde. Faut pas aussi oublier que faire attention au jugement des autres, mais aussi juger les autres. Alors, c'est naturel de juger les autres, mais de s'y Mhm. attarder, d'en faire un sport quelque part, c'est un gouffre à énergie. C'est un gouffre à Vraiment. énergie. En fait, ça te pompe ton énergie quand tu fais attention au jugement des autres ou que tu commences à faire de la lecture de pensée sur les autres. Bah, à la fin de la journée, t'as plus rien, en fait. Ta batterie, elle est vidée et t'as plus aucune énergie pour passer à l'action, pour avancer, pour faire des Mm. choses qui peuvent te nourrir. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Ensuite, d'autres choses, c'est, pour revenir à ce qu'on avait dit juste avant, la projection, le jugement des autres ne concerne qu'eux-mêmes. Le jugement que toi, tu portes aux autres, il ne te concerne que toi, Mhm. principalement. Exact. Et pour aller encore un peu plus loin, et ça, j'avais dit que c'est une petite anecdote drôle, mais je vais faire une transition, une anecdote drôle pour parler de ma culture, parce que moi, je peux parler de ce que je connais, d'accord? Donc, voilà, je suis né en Algérie, donc j'ai une culture qui est nord-africaine, qui a plein de belles choses en fait dans cette culture nord-africaine, comme le Mhm. partage, le fait de s'entraider, la bonté, la bienveillance, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont très parasites, clairement, qui sont vraiment parasites et qui sont très toxiques. Mais j'ai pu voir la même chose parce que j'ai grandi en France. Et en France, ben, en grandissant en France avec mon environnement, ben, j'ai aussi adopté des comportements qui sont plus français que du Maghreb, comme le fait de se Mhm. plaindre. Voilà, faut dire ce qui est. Nous, on est les champions du monde, les Tout à Français, fait, pour se ouais. plaindre. Et ça, je l'ai clairement pris de mon environnement en France. Mais
Je vais donner alors je le dis tout de suite, mais toute ressemblance avec des situations ou des personnes que vous connaissez est purement fortuite. Voilà, clairement. Si toi tu viens de ma culture, je suis sûr et certain que tu as déjà vécu ça. Alors chez nous, en fait, lorsqu'il y a des mariages, bah, très souvent, les gens doivent vendre un rein, voire même un foie, voire même leur dignité pour pouvoir se marier. Et souvent, les gens, ils dépensent des fortunes pour essayer, bah, déjà de faire en sorte que le mariage soit à la hauteur de ce qu'on veut donner, donc d'envoyer du lourd et de faire plaisir à tout le monde. Sauf que, en règle générale, je veux dire, on a beau dépenser, on a beau essayer de prévoir tu sais, de faire un mariage princier, les patterns sont toujours les mêmes souvent chez les invités. Mmh. Et très souvent, c'est la même chose. C'est, t'as vu la pièce montée? 10 étages. Et le costume Louis Vuitton, le mec. 50 pièces le costume, quoi. Et elle, t'as vu sa robe? Enfin, chez nous, quand même, d'habitude, on met 10 robes, hein. Tu sais, on fait un défilé de mariage et tout ça. Elle en a mis qu'un seul. Non, mais c'est une insulte, vraiment. Et, non, mais attends, la nourriture. Même pas le couscous. Genre, le mec, il a été investir dans un traiteur, tu sais, au standing et tout ça. On a juste eu le droit à une feuille de salade et un morceau de saumon. Bah, moi, je veux mon couscous, quoi. C'est une insulte, ce qu'il a fait. Et t'as vu la fête? Bon, 23 heures, on a dû quitter la fête. Mais non, mais attends, mais qui termine une fête à 23 heures? Normalement, c'est toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin. J'ai même pas pu profiter. Oh là 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 là, ya latif, ya latif. J'adore cette expression parce qu'elle revient souvent. Mais c'est vraiment, c'est le pattern tout le temps, la même chose. Et je me rappelle, nous, notre fête de mariage avec ma femme, ce qu'on avait fait, c'est que déjà, on l'a fait en milieu d'après-midi. Enfin, on l'a fait l'après-midi, en fait. On avait loué une Mmh. salle. On a fait ça l'après-midi. Et quand on l'a fait, nous, voilà, comme je dis, on s'en fichait. Nous, ce qui était le plus important, c'était nous deux. Mais je veux dire, les remarques qui venaient souvent, c'est, mais qui fait une fête l'après-midi? La fête, c'est le soir. D'accord. Et en plus, tu termines à telle heure. Et puis, la nourriture que tu vas proposer, c'est même pas du couscous, c'est même pas un repas traditionnel. Enfin, oh non, non, moi, j'aime pas, hein. Et c'est ça, c'était souvent ce qui revenait. Et au final, quand on a terminé notre fête, les gens étaient ravis. Les gens étaient contents, tu sais, à 6 heures de rentrer chez eux, de pouvoir profiter de la fin de leur journée en famille, de pouvoir se poser, de se reposer. Ouais. Et donc voilà, et ça, c'est vraiment des choses en fait qui reviennent souvent. Le mariage en soi, surtout le mariage, je suis sûr et certain que tu as dû rire si t'étais de ma culture, parce que ça a dû faire popper plein de souvenirs. Et puis en plus, à la fin, tu sais, quand tu vends un rein pour ce genre de mariage, qu'au final, en fait, personne n'est content, ben, le problème, c'est que toi, à la fin, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui fais des concessions puisque tu te retrouves à devoir rouler en Twingo vers Cacadois. Si tu as la référence, je te félicite. Et à manger des pâtes, tu sais, pendant 10 ans pour rembourser ton crédit, quoi. Pense à toi, pense à ton couple, pense à ce qui te ressemblerait le mieux et à ce que, tu sais, ce qui pourrait donner plus de valeur à ce que tu pourras vivre plutôt que d'essayer tu sais, d'essayer de mettre tout le monde d'accord alors qu'au final, le résultat sera toujours le même, quoi. Complètement. C'est top. Merci Samir pour ce partage-là. C'est chouette. Je t'en prie, je voulais en surjouer davantage, mais bon, j'ai fait simple. Je pense qu'on a, on a saisi le truc. Excellent. Eh ben, écoute, toi qui nous écoutes, on espère qu'avec ce podcast, on t'a inspiré de nouveau. Ce qu'on t'a partagé va te permettre d'avancer sur ce sujet de la gestion du regard des autres, de pas oublier tout ce que Samir t'a rappelé avant qu'on termine ce podcast, et puis aussi que ça t'appartient. C'est avant tout ton regard qui joue dans la balance, et le regard des autres arrive après. Avant de terminer ce podcast, Julien et moi-même, on t'invite à te poser une question. C'est que, qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais vraiment? Tu sais, quand tu te dis Mhm. qu'est-ce que vont penser les autres, mais je vais pas faire ça parce qu'on va penser telle ou telle chose de moi. Si tu t'aimais vraiment, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ferais réellement Mhm. attention au regard des autres? Ou est-ce qu'au contraire, tu aimerais plutôt vivre cette expérience et te donner l'opportunité de pouvoir avancer? Et aussi, de ne pas oublier que vouloir plaire à tout le monde, c'est se déplaire à soi-même. C'est vouloir plaire à n'importe qui. Est-ce que tu as envie de plaire à n'importe qui? Ou est-ce que plutôt t'as envie d'être en accord avec toi-même, de pouvoir expérimenter des choses différentes et de pouvoir être aimé pour la personne que tu es réellement? Donc là, en fait, Mhm. plaire à des personnes qui le méritent, des personnes qui vont nous donner le véritable crédit qu'on mérite. Tout à Donc fait, voilà, ouais. ça, c'est vraiment les deux questions qu'on t'invite à te poser. Mhm. Et voilà. Et si tu as aimé ce podcast, ben écoute, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Franchement, ton feedback est super important.
Si tu peux prendre juste ne serait-ce que 10 secondes pour commenter, de dire à peu près ce que tu as ressenti C'est de la en merde! écoutant ce podcast, bah, même celui-ci, c'est même le c'est de la merde, c'est de l'or pour nous. C'est parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on trouvera le moyen de le recycler, tout ça. Donc, On t'aimera pareil. on t'aimera pareil. On fera un podcast à ton effigie. C'est ça. Donc voilà, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Et puis, ben, écoute, on te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Et surtout, bah, écoute, Exact. n'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.